Bonjour à tous. Alors je vais proposer un peu d'exotisme aujourd'hui, donc toujours dans le cadre de l'archéologie subaquatique, donc vraiment les interventions archéologiques en contexte immergé. Je vais principalement me concentrer sur un de nos gros projets avec l'ULB, qui est donc le projet qui se développe au lac Titicaca en Bolivie. Donc ce projet qui a débuté en 2012, donc petit à petit on développe année après année les méthodes de fouille, les techniques de fouille, on expérimente au niveau du matériel, au niveau on va dire des interventions sous l'eau. Et je vais un peu présenter une sorte de synthèse aujourd'hui sur ces résultats. Alors j'en profite aussi, vous avez vu les premiers cours, les autres intervenants, il y a beaucoup de vocabulaire, on va dire, lié à l'archéologie subaquatique. On parle d'archéologie sous-marine, d'archéologie lacustre, etc., etc. Alors c'est vraiment, on va dire, une double tradition. Il y a une tradition francophone. La tradition francophone parle plutôt d'archéologie sous-marine, donc vraiment l'élément iodé, donc la mer. Donc c'est vraiment en général au large des côtes. Et les Français en particulier parlent d'archéologie subaquatique pour les eaux intérieures, donc les rivières, les lacs, etc. Ici, progressivement, justement, vu que, comme vous en doutez, il n'existe pas vraiment de culture subaquatique, est-ce qu'on peut parler d'archéologie subaquatique? On a de plus en plus tendance à caractériser vraiment, on va dire, le concept même d'archéologie, à savoir archéologie fluviale, archéologie maritime, archéologie lacustre. Parce que, comme vous en doutez, on peut parler de culture maritime, on peut parler de culture lacustre, et c'est beaucoup plus cohérent parce que les cultures lacustres, en particulier ici, ont développé des pratiques culturelles propres à un espace lacustre. Donc c'est vraiment un peu de définition, mais qui a vraiment l'avantage d'être bien clair, bien précis. Par contre, on parle toujours de patrimoine subaquatique, dans le sens où ça nous permet aussi, encore une fois, de caractériser le dit patrimoine. En particulier lors des interventions sous l'eau, il faut imaginer que tous les protocoles d'intervention sont adaptés. Imaginons que si on sort des objets de la mer, des céramiques, il y a du sel, il faut donc désaliniser les céramiques, sinon les petits cristaux de sel, on va dire, vont abîmer la pâte de la céramique. Donc on parle de patrimoine subaquatique, on peut parler d'archéologie lacustre, ici en l'occurrence pour le thème de la conférence d'aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? J'ai un peu une petite voix, encore une petite tête aujourd'hui. Si vous m'entendez, c'est parti pour le voyage. Alors, ici, pour être précis, donc on quitte le continent, on quitte l'Europe, on fait un bond en Amérique du Sud. Donc ça fait aussi partie de la discipline, on va dire, américaniste, qui va du nord, l'Amérique du Nord, à l'Amérique du Sud. Ici, en particulier, c'est l'Amérique du Sud et la cordillère des Andes. Donc, premièrement, il faut imaginer que c'est un lac, un très grand lac. C'est déjà un lac d'altitude. Donc, on est presque à 4000 mètres d'altitude. Il faut imaginer que les conditions de travail et de plongée sont tout à fait particulières. Juste pour donner un exemple, il faut imaginer qu'ici, on a 21% d'oxygène, 79% d'azote. C'est l'air, ce qu'on respire. Il faut imaginer que là-bas, nous sommes en hypoxie-hypobar. Ça veut dire qu'au lieu de 21% d'oxygène, on n'en a que 14. Ça veut dire qu'on travaille dans des conditions assez particulières et ça aurait une incidence, on va dire, sur le déroulement des travaux. Donc c'est un lac d'altitude, c'est le plus haut lac navigable du monde. Et surtout au niveau de la superficie, il faut imaginer qu'il fait presque 9000 km². Donc c'est une sorte de petite mer intérieure, une petite Méditerranée, mais à l'échelle de l'Amérique du Sud et qui se trouve à l'heure actuelle à cheval entre le Pérou et la Bolivie, donc vraiment au niveau de la cordillère des Andes. Alors il faut imaginer que quand on aborde l'étude, on va dire, des cultures qui se sont développées autour du lac, on ne se concentre pas que sur le lac, on se concentre sur les rives, sur le bassin lacustre et les bassins versants. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment, c'est vraiment, on va dire, l'ensemble des paramètres environnementaux qui définissent vraiment la région et l'écosystème. Il faut imaginer que le bassin versant, donc vraiment le lac plus les côtes, plus on va dire les flancs de montagne, a une superficie de mémoire, c'est plus ou moins 57 000 km². En d'autres mots, ça fait 3 fois la taille de la Belgique, vu que ça nous parle. Donc ça reste quand même un territoire, une zone d'étude assez conséquente. Voici pour le lac. Alors, les cultures qui se sont développées en Amérique du Sud sont des cultures qui n'ont pas d'écriture. Donc l'Amérique centrale, les Mayas, les Aztèques, avaient l'écriture. En Amérique du Sud, donc on connaît surtout les Incas, ils n'ont pas d'écriture. Donc d'une certaine manière, ce sont des cultures préhistoriques.
Alors évidemment, vu que la trajectoire historique n'est pas du tout la même qu'en Europe, donc on ne parle pas vraiment de préhistoire, on parle plutôt d'horizon, d'intermédiaire récent. Donc on a d'autres conventions pour définir justement les phases culturelles, mais le fait est qu'ils n'ont pas d'écriture, ce qui reste quand même un paramètre très important dans le sens où les archéologues, qu'ils soient sous l'eau ou en dehors de l'eau, abordent, étudient des cultures aujourd'hui disparues, mais le seul témoignage qui existe à l'heure actuelle, c'est le témoignage matériel. Donc en gros, c'est notre boulot, à nous archéologues, c'est de faire parler les objets pour justement, on va dire, raconter une histoire par rapport à ces populations qui ont disparu. Donc ça reste très important, ce paramètre, on va dire, sans écriture. Et voilà. Et donc l'Amérique du Sud, en particulier ici par rapport au lac, est assez connue pour les Incas. Voilà, les Incas, tout le monde les connaît. Alors c'est très simple. Si on connaît les Incas, c'est parce que c'est la dernière culture qui s'est développée, qui s'est épanouie sur le continent avant l'arrivée des Espagnols. Donc on connaît très bien les Incas, parce que les Espagnols, Pizarro, quand il est arrivé en 1532-34, ils sont arrivés et quelques décennies plus tard, il y a eu on va dire, des religieux, des jésuites, des dominicains qui ont commencé à retranscrire des informations. Et donc on a beaucoup de textes, beaucoup de documents sur les Incas. Et donc on a on va dire une perception un peu différente, beaucoup plus complète, vu que c'est juste l'exception. Les Incas, on connaît quelques composantes narratives, quelques mythes, mais la question est de savoir, avant les Incas, est-ce que ces composantes ont toujours, on va dire, lieu? Est-ce qu'elles fonctionnent aussi? Donc ici, au niveau du lac, du continent, les Incas ont vécu aussi au bord du lac. Alors il faut imaginer que les Incas, c'est une culture aussi plutôt tardive. Je ne sais pas si vous voyez les dates, nous sommes au 15e, 16e siècle. Si vous comparez par rapport à l'histoire de l'Europe, c'est pas très vieux, entre guillemets. On compare parfois les Incas avec les Égyptiens, etc. Il faut imaginer que les Égyptiens, ça peut remonter à 3, 4, 5 000 ans. Ici, c'était il y a 400 ans. Ce qui est d'ailleurs important, je vous parlais qu'il n'y a pas d'écriture, dans le sens où les cultures sans écriture, imaginez l'Odyssée, Homère au début, ce sont des traditions orales qui ont été retranscrites par après, mais les cultures qui n'ont pas encore l'écriture vont développer la tradition orale, la transmission du savoir oral. Et c'est assez important parce que d'une part, il n'y a pas d'écriture, d'autre part, ce sont des dates assez, on va dire, récentes. Donc il faut vraiment imaginer qu'à l'heure actuelle, par exemple, au bord du lac, les populations se transmettent des récits. Et ces populations, on va dire, se rappellent quasi le traumatisme de l'arrivée des Espagnols. Parce que finalement, c'était seulement il y a 4 siècles. Et 4 siècles, c'est quasi, si on compte une grande génération, 3, 4, 5 générations, dans le sens où, moi, si je parlais d'une madame qui a 85 ans maintenant, qui a parlé à sa grand-mère qui avait 85 ans, finalement, on arrive très vite. Donc ça reste aussi important dans le sens où on a beaucoup d'informations par cette manière-là. Alors le lac est connu pour les Incas. Il faut imaginer que les Incas, donc les Incas étaient une ethnie étrangère. Donc ils sont originaires plus du nord, de la vallée de Cusco, et les Incas en fait ont colonisé la région du lac au début du 15e et sont donc des étrangers. Et ça c'est important pour la suite de la conférence, on le verra très bien, que toute l'occupation, toute leur manière d'aborder le paysage et les activités, on voit vraiment qu'ils n'étaient pas du coin, entre guillemets. Alors voilà, on parle des Incas. Ici, dans le cadre des travaux qu'on développe avec l'ULB au lac depuis 2012, on se concentre beaucoup sur des cultures pré-incaïques, donc avant le 14e, en particulier une culture qui s'appelle Tiwanaku. Alors cette culture, ici on a une petite photo de la capitale, donc c'est le site éponyme Tiwanaku qui a donné le nom à la culture Tiwanaku. Il faut vraiment imaginer qu'entre le 6e et le 12e siècle, il y a eu une grande culture, une sorte de pré-empire inca, à échelle plus réduite, mais qui s'est développée dans cette région. Mais surtout, c'était une culture autochtone, une culture native. Ça veut dire qu'ils étaient originaires de là, leurs ancêtres étaient originaires de là, et qui ont donc développé, qui sont vraiment les héritiers d'un long savoir et de pratiques associées notamment à une vaste étendue d'eau, à savoir le lac. Donc ce sont des cultures qui se sont développées à ce moment-là. Et donc, comme je vous disais, il ne reste, on va dire, que les témoignages matériels, que ce soit architecture, que ce soit les tombes, etc.
Alors vous voyez, c'est un peu différent. Si on voit l'histoire de l'Europe, l'âge du fer, l'âge du bronze, l'âge du fer, l'époque celtique, gallo-romaine, on a vraiment d'autres carcans chronologiques pour définir les périodes. En général, on parle d'horizon et d'intermédiaire. Ça ressemble un peu à l'Égypte. Dans le sens où on a l'horizon moyen, l'horizon ancien, l'horizon moyen, l'horizon récent, chaque fois intercalé par des intermédiaires, anciens, moyens, récents. Et ça montre vraiment, on va dire, une trajectoire historique fluctuante. Et c'est assez important parce que, on va dire, toute l'histoire des populations du continent sud-américain, en particulier sur la cordillère des Andes, ont été tributaires des changements climatiques liés à un phénomène qui s'appelle El Niño. Donc c'est vraiment un phénomène lié au courant marin qui en fait va générer de manière cyclique des périodes arides et des périodes humides. Donc en général, on a par exemple une période aride sur la côte et humide dans la cordillère, donc en altitude, et puis ça change. Ça reste, et vice-versa. Et donc on a un cycle, et c'est pour ça notamment que l'horizon récent, par exemple, ce sont les Incas, l'horizon moyen, c'est cette culture Tiwanaku, et avant, on a l'horizon ancien, qui est aussi une culture, on va dire, assez développée. Donc ici, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais principalement me concentrer sur deux horizons, à savoir l'horizon moyen, qui est donc cette fameuse culture Tiwanaku, et les Incas, quelques siècles après. Il faut savoir que ces deux cultures n'ont pas été en contact. Les Incas sont arrivés après que les Tiwanaku avaient déjà disparu. Ce qui est intéressant ici, c'est dans une approche comparative, ça nous permet notamment de voir l'occupation Inca, l'occupation Tiwanaku, et justement par rapport aux divergences, on peut déjà savoir ce qui fonctionne, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui est identique ou pas. Est-ce que vous me suivez toujours? Super. Alors, quelques cartes pour vous montrer. Donc, imaginez ici le lac, un grand lac, 9000 km², séparé entre le Pérou et la Bolivie. Au niveau morphologique, donc on a vraiment un grand bassin, qui est le lac majeur. On a le lac mineur ici, qui sont, donc les deux bassins sont séparés par un détroit, qui est le détroit de Tiquina. Donc on a vraiment une première configuration de ce type. Il faut imaginer que le petit lac est un lac de faible profondeur. C'est important au niveau des plongées. Donc en général, il fait 5 mètres de profondeur, excepté deux endroits. On a une fosse à 25 mètres et une fosse à 40 mètres de profondeur, alors que le grand lac, parfois les profondeurs dépassent les 330 mètres. Donc imaginez en termes de plongée, ce n'est pas possible. Ça veut dire que c'est, voilà, on peut plonger jusqu'à 330 mètres, mais on ne remonte pas en général. De toute façon, comme vous en doutez, à certaines profondeurs, il y a moins d'intérêt archéologique, parce qu'excepté finalement des accidents, tels que des naufrages, la majorité du patrimoine immergé se concentre sur la zone littorale. Alors, sur les 4 prochaines dias, je vais vous montrer un peu l'évolution de l'occupation, ce qu'on appelle les dynamiques de peuplement. Donc ici, on a la période qui précède la période Tiwanaku. Donc c'est la période formative tardive. On est au 3e, 4e, 5e siècle de notre ère. Donc il faut imaginer, un peu comme en Grèce très antique, je ne connais pas très bien la Grèce, mais j'essaie de faire des comparaisons, dans le sens où il y a différentes cités-États. Il faut vraiment imaginer, Chiripa, Marta, etc., qu'on a vraiment l'émergence de premières communautés semi-autonomes, réparties autour d'un centre, d'une cour cérémonielle, d'une place publique, qu'il y a déjà une hiérarchisation de la société, que l'agriculture se développe, le pastoralisme, et que donc on a différents cités-États, entre guillemets, réduites, qui vivent ensemble, qui vivent en concurrence, et qui en fait vont contribuer justement à ce développement du bassin lacustre. Il faut aussi imaginer, quand on voit par rapport à la carte, il faut imaginer qu'on est dans un territoire d'altitude, 4000 mètres. Finalement, les seules ressources naturelles, donc la richesse de cette région, outre le lac, à savoir le poisson, les totoras qui sont une sorte de joncs qui sont utilisés, il faut dire que la richesse de ces régions, c'est principalement la culture de la pomme de terre. On rappelle, la pomme de terre vient de l'Amérique du Sud, comme le café, comme le piment, comme le chocolat, comme pas mal de choses. Et donc la pomme de terre vient de là. Et surtout, le pastoralisme, les troupeaux de lamas, dans le sens où un lama, c'est quoi un lama? C'est une bestiole, mais le lama, c'est surtout de la laine, c'est surtout de la viande, c'est surtout un animal de, comment on dit, de bas, un animal pour les caravanes. Donc il faut imaginer que c'est très précieux, dans le sens où, comme à l'âge du bronze
en Europe, c'est parce que j'ai là, donc je fais des petites comparaisons, mais comme à l'âge du bronze, il faut vraiment imaginer que ces territoires paraissent isolés, mais sont connectés avec tout le continent, justement grâce à ces caravanes. On retrouve par exemple, on a retrouvé dans le lac des objets en lapis lazuli, donc une petite pierre bleue semi-précieuse. Or, la carrière la plus proche se trouve à 4000 km au Chili. Donc vraiment imaginer qu'il circulait beaucoup entre les différentes zones, et notamment ce qu'on appelle les différents étages écologiques. À savoir, le maïs ne pousse pas à 4000, mais pousse à 2000. La baleine, elle ne pousse pas dans un lac, mais elle pousse dans l'océan, entre guillemets. Tout ça pour vous dire que les ressources sont variées à différents étages, et que donc toutes ces cultures du bassin et limitrophes vont développer des économies d'échanges pour justement pallier aux besoins, aux manques. Ils utilisent par exemple beaucoup les plumes. Les plumes, c'est le bassin amazonien qui se trouve juste à côté, etc., etc. Et enfin, pour terminer avec ces richesses, il faut imaginer que la laine, donc le textile, était le bien le plus précieux en Amérique du Sud avant l'arrivée des Espagnols. Ça veut dire que, par exemple, les Incas, on voit l'or, on voit l'argent, le soleil, la lune. Il faut savoir que ces matériaux n'avaient pas de valeur vénale ou économique. C'était vraiment des valeurs symboliques qui étaient associées à des cultes, et que donc il n'y avait pas, on va dire, d'échange de ces matériaux, d'or et d'argent. C'est vraiment l'arrivée des Espagnols qui va bouleverser cette approche. Il faut imaginer qu'avant, c'était les textiles, les tissus, qui étaient des objets de prestige, qui avaient beaucoup de valeur, pour la simple et bonne raison qu'il faut imaginer qu'un textile, parfois il fallait une année pour le faire, le produire. Je n'ai pas d'exemple sous la main, mais il faut imaginer que c'est des ouvrages ultra complexes, enfin bref, c'est juste magnifique. Alors pour vous dire que justement, avant ces périodes de Tiwanaku qui va nous intéresser, on a une formulation sur le territoire de petites cités-États, et c'est vraiment à partir du VIe siècle de notre ère où ce bassin, au niveau politique, au niveau économique, au niveau culturel, va s'unifier sous l'impulsion de Tiwanaku, qui était donc une cité-État comme les autres, mais qui à un moment a pris l'ascendance sur tous les autres. Et autour de cette capitale, qui a donné le nom à la culture, va se développer une énorme culture, va se développer autour de ce bassin. Il faut vraiment imaginer qu'entre le 6e et le 12e siècle, en point vert, c'est un peu tous les sites aujourd'hui identifiés, localisés, il y en a sans doute plus. Il faut vraiment imaginer que tout ce bassin, ça c'est les plaines alluviales, les vallées connectées au lac, etc., c'est les montagnes autour, cet énorme territoire sera utilisé par cette culture et va produire, on va dire, la même culture matérielle, donc la même chose. Donc ça reste important, notamment après sur le questionnement de nos recherches, parce que vous voyez, on fait de l'archéologie sous l'eau, mais on fait de l'archéologie avant tout, dans le sens où, à partir du moment où nous sommes confrontés à cette image, par exemple, peut-on envisager que ces populations n'aient pas utilisé ce lac ? Peut-on envisager qu'il n'ait pas navigué, qu'il n'ait pas utilisé des infrastructures portuaires, etc. La question théorique est oui ou non, je ne sais plus comment je l'ai formulé. En tout cas, oui, ils ont utilisé ce lac, sauf que jusqu'à présent, on avait peu d'informations. Alors ça, c'est pour cette période. La période suivante, alors je plante le décor, vu que c'est un autre monde, comme ça vous voyez un peu. Il faut imaginer qu'à partir du 11e, 12e, cette culture s'effondre, en particulier à partir de transformations, de changements climatiques. Alors il faut imaginer qu'une petite sécheresse n'est pas le facteur unique qui peut justifier, on va dire, le collapse d'une culture. Il faut imaginer que c'est un phénomène beaucoup plus complexe, qui est à la fois social, qui est à la fois politique. En général, s'il y a une famine, il faut imaginer que les autorités n'ont pas eu le temps de réagir assez vite face aux populations. Tout ça pour vous dire que cette culture s'est effondrée, a littéralement disparu. Alors nous, on le sait parce que des contextes archéologiques vont disparaître tout le matériel de type Tiwanaku à partir du 12e. Donc on voit vraiment qu'ils ne sont plus là. Alors évidemment, quand on parle de collapse, ce n'est pas une grosse épidémie, ils ne sont pas tous morts. En général, ici c'était une famine, mais imaginez quand vous avez faim, qu'est-ce que vous faites ? J'imagine que vous n'allez pas vous laisser mourir de faim chez vous. Mais les gens bougent, les gens migrent, les gens vont bouger vers les vallées à plus basse altitude, rechercher d'autres ressources. Et donc il faut vraiment imaginer que ce démantèlement, ce collapse, a été généré par des migrations qui sont parties justement, qui ont quitté cette région. Donc entre le 11e, 12e, 16e, c'est ce qu'on appelle la période altiplano, ici la répartition. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à l'image d'avant, il faut vraiment imaginer que par rapport à ces changements climatiques, il y a eu des fluctuations du niveau du lac, les populations qui sont restées vont se regrouper, se réorganiser autour de petites chefferies et vont surtout s'implanter dans les zones à plus haute altitude, ce qu'on appelle les pucaras. Donc en fait, vont se retrancher plus dans les contreforts
de la cordillère et vont en fait s'éloigner un peu, se déraciner de ce lac et vont se réorganiser progressivement jusqu'à l'aube du XVe siècle, quand, tambour battant, les Incas arrivent. Les Incas, c'est donc une ethnie étrangère, c'est une ethnie belliqueuse, ce sont des guerriers. Alors ces Incas, ils n'ont pas fait par quatre chemins, ils sont arrivés un peu comme les Romains, dans le sens où ils ont littéralement conquis, colonisé le territoire du bassin lacustre. Il faut imaginer qu'entre-temps, les populations chefferies se sont développées, se sont battus, il y a eu de la résistance, on a un peu de texte là-dessus, il y a eu des combats, il y a eu des batailles, mais les Incas se sont implantés vraiment pendant les premières trentaines d'années, 1400-1430, et à partir de 1430, lorsqu'ils ont un contrôle total de ce territoire, vont le réaménager de ce type. Alors il faut imaginer qu'à cette période, les Incas vont regrouper les populations, ça c'est pour les contrôler. Donc au lieu de laisser les petits villages et les petites villes de gauche à droite, on va les mettre au même endroit, à travers différentes villes. En orange ici, les petits carrés, les petits ronds, vont développer les routes, ce qu'on appelle le Capacnian, c'est les routes Incas. Donc il faut imaginer encore une fois un peu comme l'Empire romain, ils ont construit des routes qui font parfois 5000 km. Donc vraiment développer tous ces réseaux routiers. Et en fait vont se réapproprier ce lac, cette région. Alors une question se pose, pourquoi les Incas ont colonisé le bassin lacustre? Parce que finalement, qu'avait à offrir le lac, dans le sens où il y avait peu de population, il n'y avait plus beaucoup de troupeaux de lamas, il n'y a pas beaucoup de richesses. La question est sans doute, enfin la réponse est sans doute assez simple. Il faut imaginer que le bassin lacustre, parce qu'il a justement des conditions favorables à l'implantation humaine, le bassin lacustre est un écosystème qui a été, on va dire, occupé depuis très longtemps. Dans le sens, quand on remonte vraiment en arrière, quand on parle du peuplement du continent américain, la région du lac est une des premières régions qui a été habitée par l'homme et qui possède donc, dans la tradition orale, dans les croyances, une association par rapport à l'origine de ces groupes. Il faut vraiment savoir que quand les Incas sont arrivés, ils ont voulu se réapproprier les mythes, les légendes liées au lac, le prestige de lac. Et les Incas iront jusqu'au bout, dans le sens où eux, ils vont refonder, recomposer leur mythe fondateur, en s'attribuant par exemple que les Incas, à savoir le couple primordial des Incas, est originaire du lac, est né du lac et a peuplé le continent à partir du lac. Donc une recomposition. Donc ça vous montre vraiment toute une historicité assez complexe. Alors vous me direz, où est l'archéologie subaquatique pour le moment? Ça va venir. Tout ça pour vous dire aussi que l'archéologie subaquatique, c'est bien beau, mais n'a aucune valeur à partir du moment où on la déconnecte de ce qui se passe autour. Vous imaginez bien, parler d'un bateau avec une cargaison, c'est une bonne information, mais l'information qui nous intéresse, c'est savoir d'où vient la cargaison, où elle a été produite, où est-ce qu'elle va, pourquoi est-ce qu'elle va, d'où l'intérêt justement de contextualiser tout ce qui se passe autour. Alors il faut que je calcule quand même mon temps de parole, quand même. Alors pour finir cette première partie, je vais vous montrer deux images dans le sens où elles ont l'air un peu identiques. Tiwanaku, 6e, 11e, Inca, 15e siècle. A priori, on a l'impression que c'est une même type d'occupation, à savoir que dans ces deux périodes, le lac a été homogénéisé, a été unifié par une culture. Pourtant, c'est fort distinct, dans le sens où il faut imaginer que la culture Tiwanaku, c'est une culture autochtone, je vous l'ai déjà dit, qui a donc une relation intuitive, une expérience avec le lac, alors que les Incas sont des étrangers. Je vous donne un simple exemple. Tous les espaces portuaires qu'on a localisés de la période Tiwanaku sont littéralement des espaces très bien aménagés. Ils sont protégés du vent, du courant, ils sont bien situés. Alors que les Incas, on voit vraiment que c'était qui ne géraient pas vraiment l'endroit. Dans le sens, ils se disent, tiens, on fait un pèlerinage, c'est un bon axe, on va mettre un port ici. Et nous, on va travailler sur cette zone, et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout adapté à une zone portuaire, à savoir que les courants sont contraires, qu'il y a beaucoup de vent, que c'est mal exposé. Et on se rend vraiment compte de ces informations, d'où l'intérêt de le montrer. Donc c'est la partie aussi intuitive et cognitive, dans le sens aussi, il faut imaginer que les Incas, quand ils sont arrivés, ont vraiment, on va dire, abordé ce paysage, ce territoire avec leur tête, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont importer leur code culturel, leurs croyances, leur système, leurs objectifs, tout cela, et vont essayer de l'adapter au lac, et pas l'inverse. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le concept finalement ici pour l'introduction de paysage culturel, dans le sens, et en particulier pour l'archéologie lacustre, où
il est important d'analyser à la fois, on va dire, l'empreinte culturelle, donc l'aspect culturel, mais également l'aspect environnemental. Parce que c'est justement un dialogue entre les deux. Ça veut dire qu'ici, le concept de paysage culturel force vraiment l'archéologue à ne pas négliger le cadre, l'environnement dans lequel vivent ou vivaient les populations. Alors, ici c'est la partie méridionale du lac, donc c'est le petit lac, le détroit Tikhina, le grand lac. Alors, pour basculer tout doucement dans l'archéologie sous l'eau. Alors évidemment, une problématique, une question s'est posée à l'origine pour justement débuter ce projet. Cette question, j'en ai déjà un petit peu parlé, à savoir qu'elle démarre sur un constat qui est le suivant. Lorsque on fait l'inventaire de tous les sites archéologiques autour du lac, vous avez vu, on a des très belles cartes, on se rend compte qu'il n'y a aucun site archéologique, Tiwanaku ici en l'occurrence, qui se trouve à moins de 100 mètres du littoral. Et que par ailleurs, il n'y a aucun témoignage de relations ou de pratiques lacustres durant ces périodes. En d'autres mots, on a l'impression que les gens vivaient autour du lac, mais pas vraiment sur les rives, ils ne l'utilisaient pas, et n'ont jamais justement... voilà, que c'était plutôt une masse morte, on va dire. Alors la réponse est très simple. Pourquoi jusqu'à présent, aucun port, aucun bateau, aucun atelier au bord de l'eau, etc. n'a jamais été découvert? C'est lié justement à des conditions environnementales. Je vous parlais justement de ce dialogue important, à savoir qu'un des paramètres qui va vraiment changer la face, le visage du lac, c'est ce phénomène que vous voyez très bien en image, à savoir les fluctuations du niveau du lac. Alors en d'autres mots, si je vous montre un exemple, depuis les années 80, les archéologues se disent « mais tiens, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce lac ?» Donc les archéologues vont prospecter le long des rives pour chercher des ports, par exemple. Parce que d'office, ils ont dû utiliser un bateau, ils ont dû installer des infrastructures portuaires. Or, les archéologues n'ont localisé zéro, aucune infrastructure portuaire. La réponse est très simple. Si maintenant je fais ceci, ben vous en doutez, s'il y avait un port à l'époque Tiwanaku, lorsque le lac était à ce niveau, ben le port évidemment ne va pas se retrouver sur la bordure littorale actuelle, mais bien sûr sur le rivage ancien, ce qu'on appelle le paléorivage. Et c'est vraiment cette donnée qui va tout changer, notre approche et d'ailleurs nos résultats, dans le sens où, oui, ces cultures se sont installées, ont développé des activités au bord de l'eau, sauf que le bord de l'eau, qui se trouve donc ici, se trouve, comme vous le voyez, à l'heure actuelle, sous l'eau. Par conséquent, c'est plus ou moins, on est un peu forcé en fait. À la base, on ne voulait pas vraiment plonger, c'est quand même un peu froid. Mais voilà, c'était un mal nécessaire pour accéder à ce territoire. Il fallait mettre une combinaison, une bouteille sur le dos et justement aller à 4-5 mètres de profondeur pour accéder à cette zone littorale. D'un point de vue théorique, un petit schéma. C'est justement ce côté, on va dire, non permanent. Comment dire ? Bon, en d'autres mots, il faut imaginer que si on divise ce bassin lacustre en 3 zones distinctes d'études, d'un point de vue anthropique, on a l'espace d'occupation permanent, donc l'espace insulaire, l'espace continental, c'est-à-dire l'endroit où il n'y a jamais de l'eau. En opposition, on a l'espace de navigation permanent, à savoir un endroit où il y a toujours de l'eau, donc entre guillemets qui a toujours été immergé et où il pourrait potentiellement avoir des bateaux. Et puis bien sûr, la zone qui nous intéresse, la zone entre les deux, qui est une zone qui mute beaucoup, qui change beaucoup de visage, dans le sens où cet espace de transition, cet espace littoral, va varier au fil des ans, au fil des décennies, au fil des cultures. Ça veut dire que, par exemple, il faut imaginer que les rives, parfois, sont abruptes. Donc, imaginez, c'est le lac, c'est la rive, il y a un gros rocher, ça tombe. Alors évidemment, si le lac baisse de 3 mètres, le lac va reculer de 2 mètres. Par contre, si la rive, c'est une longue plaine très plate, bah, imaginez que si le lac augmente de 2 mètres, il va inonder des kilomètres carrés de zones de plaine agricole et que donc le cordon littoral peut se déplacer de plusieurs kilomètres. Donc c'est vraiment, d'un point de vue théorique, cette zone qu'on utilise. Et donc on se concentre principalement sous l'eau, dans les zones entre 0 et 12 mètres, pour justement étudier, localiser ces zones. Ah, ça c'est sous l'eau. Bon, pourquoi pas encore l'archéologie sous l'eau, l'archéologie lacustre, le patrimoine subaquatique. Ici, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'archéologie. Et ces images, voilà, c'est pour vous montrer vraiment le cadre de travail, à savoir que finalement, on fait comme tous les collègues archéologues.
Dans le sens, ici, c'est une image du fond lacustre, des petites algues, des petits poissons, des petites bulles, bref. On fait des sondages de 2 mètres sur 2, ça fait 4 mètres carrés. On met 4 piquets du bout, et donc on travaille sur des zones délimitées, comme on le fait en terrestre. La seule différence, vu que le travail est très lent, pour 2 raisons, d'une part, on a une bouteille, donc on a une autonomie. Ça veut dire qu'à un moment, si on reste trop longtemps sous l'eau, on n'a plus rien dans la bouteille. Donc on est limité en temps de travail. Salut Dimitri, je t'en prie. Et deuxièmement, c'est un travail aussi très lent dans le sens où, vu qu'on est en conditions hyperbares, qu'on a des machines d'aspiration, c'est un travail qui se fait très lent. Donc on travaille sur des zones de 2 mètres sur 2 et on entreprend, comme en terrestre, du décapage. Ça veut dire la fouille proprement dite, niveau par niveau. Ici, vous voyez la fouille d'un demi-sondage, 1 mètre sur 2 mètres. Vous voyez que l'US1, à savoir tout ce sédiment volatile, ces algues, a été décapé pour dégager un deuxième niveau. Et donc, ce niveau permet justement, enfin cette technique de décapage nous permet, comme toute archéologie, d'enregistrer et de vraiment aborder niveau par niveau les contextes archéologiques. Alors ici c'est tout plat parce que c'est une plaine. Alors évidemment on ne fouille pas toujours comme ça, dans le sens si les niveaux archéologiques sont inclinés, on fera évidemment des niveaux inclinés. Parce que si on a des niveaux comme ceci et qu'on fouille comme ceci, on risque d'avoir entre guillemets du très vieux en amont et du très récent en aval. Amont en haut, aval en bas. Alors voilà pour vous montrer un peu le cadre de travail. Donc ici c'est une autre photo d'illustration pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ici c'était en 2017, c'est tout récent. Alors ici on a utilisé un peu une autre technique, à savoir que vu qu'on travaille dans le lac mineur, il y avait énormément de sédiments. Alors pour parler du sédiment, il faut imaginer que dans le Grand Lac, côté nord, il y a 1 mètre de sédiment tous les 1000 ans. Donc si Tiwanaku s'est éteint il y a 1000 ans, bah, ça tombe bien, théoriquement, il faut creuser 1 mètre pour potentiellement atteindre un niveau archéologique. Malheureusement, dans le lac mineur, notamment sur cette photo, il y a 3 mètres de sédiments tous les 1000 ans, ce qui est assez galère, dans le sens où on est obligé de faire des forages, quasi, des trous énormes, pour potentiellement accéder à des niveaux archéologiques. Donc notamment ici sur ce site, ce qu'on a fait, c'est qu'on a délimité une zone de 16 mètres carrés, on a retiré vraiment du travail du bulldozer, sauf qu'on n'en a pas, des mètres cubes et des mètres cubes de sédiments volatiles. Ensuite, quand c'est stabilisé, on a un peu élargi la zone. Là, vous voyez un grand arc de cercle pour justement stabiliser. Et on a implanté notre sondage, qui est donc déjà théoriquement à 1,50 m de profondeur, pour pouvoir fouiller les premiers niveaux archéologiques. Alors sur cette photo, vous voyez 2 choses. Premièrement, on fait de la fouille, donc on a besoin d'une machine. Cette machine, c'est ceci, c'est un aspirateur à sédiments, un water dredge. Donc c'est un aspirateur à injonction d'air, pas d'air, d'eau. Et donc avec l'effet Venturi, il va générer justement une aspiration. Et donc le sédiment est aspiré par le tube et rejeté ici. Et il faut imaginer qu'à ce niveau-ci, il y a un tamis. Donc dans le sens, en général, on prélève, on enregistre les objets, les artefacts in situ. Mais évidemment, comme vous voyez parfois, il n'y a pas beaucoup de conditions de visibilité. En cas de perte, on retrouve des bouts de céramique ou des bouts d'ossement dans le tamis. Deuxième chose, ici vous voyez un peu l'ambiance lunaire ou pas lunaire, c'est plus beau que la Lune je pense. Vous voyez aussi ce petit nuage. Ici par exemple on travaille sur un niveau d'argile. Alors l'argile c'est bien beau en contexte terrestre, c'est bien compact, c'est bien étanche. Sous l'eau ça fait un gros nuage et que donc ça génère justement, ici vous voyez en l'occurrence, une visibilité assez réduite. Ça reste pourtant une bonne information dans le sens où on doit enregistrer, identifier les niveaux, les objets associés, mais surtout on doit les décrire. En général, quand on a un niveau d'argile, on ne peut pas se louper parce qu'on le voit de prime abord. Imaginez qu'après, on a un niveau de sable, c'est facile à identifier, et que de fil en aiguille, on a une stratigraphie finalement tout à fait belle, tout à fait nette. Alors, pour vous montrer quelques photos toujours de travail, alors ici, on a 2 plongeurs, on a Agnès et Béranger. Ici, on est en rotation. Alors évidemment, une des grandes difficultés de l'archéologie sous l'eau, c'est qu'on ne peut pas vraiment parler. Ça veut dire que ça ne m'arrange pas, mais en général, ce qui est plutôt utile, c'est qu'on se pose à 15, on s'assoit en face de la coupe, puis on fait un petit debriefing. Comme ça, on peut montrer un peu ce qu'on fait, quoi. Alors évidemment, c'est un peu dur d'aller à 15 plongeurs sous l'eau et de faire un petit briefing pour montrer un peu le suivi de la fouille. Ça veut dire qu'ici, on fait des rotations continues. Le plongeur travaille pendant 1 heure, 1 heure quart. Il fait ses photos, il fait ses paramètres, il fait sa popote, jusqu'au moment où un deuxième plongeur arrive.
Et en fait, le plongeur précédent va briefer le plongeur suivant en lui disant, sans parler bien sûr, attention, ici tu as vu, j'ai un nouveau niveau archéologique, fais attention, il y a un peu de céramique, regarde, là il y a un foyer, il y a du charbon, etc. Pour vraiment garantir le suivi de la fouille et que le plongeur suivant n'arrive pas à l'aveugle en disant je vais continuer de faire son trou, entre guillemets, mais bien pour donner une pérennité, on va dire, à la démarche. Donc voilà, et à partir du moment où on commence la fouille, vous voyez les images? Ça va, c'est assez sombre, clair? Je ne sais pas si on voit bien, enfin bref, on voit très bien. Donc ici, en l'occurrence, comme en archéologie terrestre, on fait des photos en plan, on fait des photos en coupe. Ici, c'est en plan, donc on a un sondage, le sondage 2, on est sur ce site-ci, c'est en 2016, c'est le 4 juin. Ici, on a une petite palette rituelle, donc c'est de l'os travaillé, qui a été perdu d'un bateau de la rive, qui s'est donc figé dans le sédiment. On enregistre cette information, ou pareil, par exemple ici, c'est une rupture de charge aussi. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a un fond de céramique retourné, une sorte de Gauloise 4, une amphore Gauloise 4 pour donner des références, donc à fond plat, mais ici qui est donc une céramique de type Tiwanaku de cuisine qui a été retournée et qu'on retrouve donc non seulement ici l'information en plan, mais je ne sais pas si vous voyez l'information aussi en coupe parce que la photo elle est comme ceci et qu'on voit qu'elle a été découverte à 60-70 cm de profondeur dans le sondage. Donc pour vous montrer un peu les conditions de travail, ensuite les relevés stratigraphiques se font toujours sous l'eau bien sûr. Donc parfois on nous pose la question, mais on dessine sous l'eau, on fait les relevés sous l'eau, on chante sous l'eau, bref on travaille sous l'eau. Et ici en l'occurrence, nous avons Fabrice qui fait le relevé d'une coupe, c'était même une tranchée, et qui donc dessine sous l'eau tous ces niveaux pour les mettre après au propre et après justement compléter l'information. Il faut savoir que chaque archéologue a un peu son boulot. Un fait la photogrammétrie, l'autre fait les coupes, l'autre fait la topographie, etc., etc., pour justement avoir une équipe vraiment complète. Chacun apporte sa pierre, on met toutes les informations sur la table et ensuite on traite l'information. Et pour finir, la topographie, c'est pareil, on a presque une station totale mais sous l'eau qui nous permettent de faire les relevés topographiques. Ces relevés sont souvent complétés par l'échosondeur ou le sonar, qui est donc une petite machine qu'on met sur un bateau et qui permet d'obtenir une image acoustique du fond, donc vraiment une image du relief, etc., pour compléter les informations. Donc souvent, on complète les relevés topographiques sous l'eau, les relevés topographiques liés au relevé bathymétrique et le relevé même du drone, parce que le drone permet justement aussi de géoréférencer après ces stations par rapport aux balises qu'on place. Donc ici, en l'occurrence aussi, il faut imaginer que ce lac d'altitude, c'est un peu comme dans les Alpes, dans le sens où la réverbération est très 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 forte, et qu'en général, quand on est sur un bateau, au niveau de l'eau, c'est juste tout bleu, on est juste fort ébloui. Ici, un peu comme en prospection aérienne terrestre, l'avantage d'avoir du recul, notamment quand le soleil entre guillemets, est au bon endroit, ça nous permet d'avoir un recul énorme sur un site. Ici, il faut imaginer que ce site, il fait ici plus ou moins 100 mètres de long, le bateau là, il fait 18 mètres. Donc on voit vraiment une vision générale du site de fouille. Ici, avec le drone, je fais une image un peu plus proche. Ici, il faut imaginer qu'on a un sondage de 4 mètres sur 4. On voit l'aspirateur, on voit le tamis jaune, on voit les tuyaux branchés au bateau, on voit des anomalies, des alignements, des blocs de pierre, etc. Donc en fait, on a vraiment un recul énorme pour pouvoir comprendre un site. Et surtout, vous voyez la transparence de l'eau, vous avez vu les photos, c'est un cadre assez agréable dans le sens où, en général, on a 5-10 mètres de visibilité, donc des conditions presque optimales pour travailler sous l'eau. Alors ce lac, au niveau opération, ce lac est donc très très grand. Ici sur la carte, vous voyez qu'on se concentre que sur le territoire bolivien. La Bolivie, le Pérou, ce qui est dommage parce qu'on ne peut pas étudier ce lac qu'en moitié, mais ça sera pour le futur, c'est une question administrative. Donc pour l'instant, on se concentre sur la partie bolivienne, ce qui, entre parenthèses, est très intéressant pour nous, pour 3 raisons. La première, c'est les zones les moins profondes, donc plus accessibles aux plongeurs. Même si on trouve une épave à 300 mètres, je m'en fous un peu parce que je ne vais pas pouvoir y aller, à moins que j'envoie un petit robot. Deuxièmement, l'occupation est plus ancienne, vu que le site éponyme de Tiwanaku est ici, il faut imaginer qu'il y a une migration qui s'est faite par là. Donc on a vraiment, finalement, c'est une zone très intéressante. Et troisième chose, en Bolivie, il y a 2 îles, qui sont l'île du Soleil et l'île de la Lune.
elles sont mieux connues pour la période Inca, mais sont des îles qui étaient vraiment le point focal durant l'Empire Inca, vu que c'était un lieu de destination de pèlerinage. Donc finalement, d'un point de vue potentiel archéologique, d'un point de vue de cadre d'études, le côté bolivien est très intéressant. Mais l'objectif, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1000 ans, c'est de compléter l'étude sur la partie péruvienne qui représente encore 55-60% du territoire. Alors ici, je vous montre cette carte dans le sens où ici, par exemple, depuis 2016, on a un projet qui se termine d'ailleurs déjà, les années défilent, qui est donc un projet d'inventaire, de diagnostic. Rappelez-vous un peu la conférence d'Arturo de l'UNESCO ou même du monsieur de Catalogne, dans le sens, on ne peut pas envisager d'étudier ou même protéger un patrimoine immergé à partir du moment où on ne l'a pas caractérisé, dans le sens où on ne l'a pas encore inventorié. C'est-à-dire pour comprendre et pour protéger quelque chose, il faut d'abord le saisir, le localiser et l'inventorier. Donc ici, vu qu'au niveau historique, il y a encore eu très peu de choses faites sous l'eau, on commence finalement au point A, dans le sens où notre première démarche depuis 2012 est de littéralement faire un inventaire du patrimoine immergé et de le caractériser, c'est-à-dire on fait des catégories, offrandes, portuaires, ateliers, etc. Et on se concentre sur tout le littoral bolivien. Il y a 17 municipalités et on se concentre donc en bordure d'à peu près tous ces secteurs. Donc ça c'est pour ceci, surtout que d'un point de vue administratif, on parle un peu de tout, mais il faut imaginer que ça appartient à la démarche archéologique, dans le sens où en Bolivie, depuis 2010, il y a une loi d'autonomie qui fait que chaque communauté, donc chaque village, est non seulement souverain par rapport à l'exploitation de son terrain, agriculture, pastoralisme, etc., mais également par rapport à son patrimoine. Ça veut dire que nous avons 17 municipalités, mais nous avons presque 200 communautés. Ça veut dire que pour étudier les zones situées au large des communautés, on doit demander l'accord, non pas d'une communauté, mais de toutes les communautés, à savoir plus de 200 interlocuteurs qui changent par ailleurs tous les ans. Donc ça reste aussi un peu un défi humain, administratif. Alors, par rapport à l'occupation, je refais un bond. Ici, c'est une sorte d'état de l'art, une synthèse, dans le sens où on a une vision de 2000 ans d'occupation. En vert, c'est vraiment les plaines alluviales. En bleu, c'est le lac. Et vous avez les petits symboles qui sont en bleu foncé, la période formative, donc entre 300 et 500, Tiwanaku, 500-1150, la période Altiplano et la période Inca. Donc, il n'y a rien à dire, on voit qu'il y a une occupation très importante au bord du lac. Alors, c'est une échelle réduite, donc on a l'impression qu'ils sont au bord de l'eau. Comme je vous disais, il n'y a rien à moins de 100 mètres du rivage. Donc, d'une part, on a beaucoup d'informations que nous, archéologues plongeurs, on va utiliser pour justement comprendre ce qui se passe sous l'eau. Évidemment, vous imaginez, nous ne sommes pas des magiciens. Quand on a un lac qui fait 9000 km², il ne faut pas souper, dans le sens où on ne va pas faire... on va faire un trou ici et faites qu'il y a quelque chose. Ça ne va pas du tout marcher, surtout qu'on arrive à fouiller plus ou moins 80 mètres carrés par saison, en sachant qu'il y a 9000 km². En d'autres mots, on ne peut pas se planter, donc on est obligé de minimiser la zone de recherche. Donc on fait des modèles prédictifs qui regroupent différentes bases de données qui nous permettent, justement, en recoupant les données, de centrer, de se focaliser sur certains secteurs. Donc on démarre principalement par rapport aux données existantes, qu'elles soient d'ordre culturel, donc l'implantation, les populations, qu'elles soient d'ordre environnemental, les vallées, les rivières, etc., les courants, pour justement recouper tout ça. Alors en parallèle, on a un inventaire des sites archéologiques terrestres et nous avons un inventaire des sites archéologiques subaquatiques. Il y a donc un site jusqu'à présent. Donc l'inventaire n'est pas encore énorme. C'est pour vous montrer aussi un peu cette divergence, cette différence entre les deux, qui justement a contribué, on va dire, à la compréhension et aux activités dans le lac. Dans le sens, un site sous l'eau a été découvert en 1977 par des Japonais étudiants japonais. Et ce site, jusqu'en 2012, jusqu'au moment où on arrive, était le seul site archéologique immergé à ce jour identifié et localisé au lac. Par ailleurs, c'est un site d'offrande, donc jusqu'à récemment, c'était très simple. Les gens y vivaient dans le bassin lacustre. On a un site d'offrande sur le lac, donc le lac était sacré. Il était sacré pour les Incas, je suis d'accord, mais souvent on a fait une extension. En fait, il est sacré depuis toujours, personne ne l'utilisait, et il y avait juste plein de tabous. Là, je n'étais pas d'accord, entre guillemets. Donc l'objectif était justement, par rapport à ces données de fluidation du lac, essayer de comprendre
vraiment la richesse, toutes les activités liées à l'eau qui ont existé dans cette région. Et donc ça, c'est un peu l'inventaire à l'heure actuelle. On ne voit pas très bien avec les petites couleurs, peut-être la suivante. Bon, c'est un peu rouge. Pour vous dire que grâce à cette méthode, aujourd'hui, on a localisé 21 sites en plus. Donc c'est aussi un peu la fierté de l'équipe, parce qu'il y a eu un site en 50 ans, on en a 21 en quelques années. Mais surtout, ces sites montrent que la méthode fonctionne, mais surtout nous ont permis, enfin, d'avoir une vision beaucoup plus large et finalement beaucoup plus réelle par rapport vraiment à la nature de l'occupation. Et donc ces sites, je vous ai montré la carte d'intervention, vous voyez qu'on va travailler un peu partout parce qu'on est à peu près dans tous les secteurs. Donc ces sites, on en a donc 21 à l'heure actuelle. Alors je ne vais pas détailler tout ça, c'est un peu les tablatures de gestion par rapport aux heures de plongée, par rapport au nombre d'immersions, etc. Mais tout ça pour vous dire qu'une première synthèse, un premier bilan, pour ces 21 sites, ça nous a quand même nécessité 219 jours sur le terrain. On a quand même plongé 1600 heures et par contre, on a comme résultat une vingtaine de sites, presque 20 000 artefacts, donc vraiment des objets qui nous permettent justement de comprendre. Et on a dépassé les 300 mètres carrés de fouilles, ce que Peter et Code, là à Pachacamac, fait en une semaine. Donc pour vous montrer aussi, encore une fois, la différence et la lenteur du travail sous l'eau. Alors, vous êtes toujours avec moi? Je continue ou je m'arrête? Bon, je vais m'arrêter. Alors, on parle de caractérisation du patrimoine. Jusqu'à présent, on parle d'offrande. Je vais quand même aborder ce thème, mais vous verrez qu'il y a différents thèmes après, différents types, parce qu'on n'a pas que les offrandes. Il faut vraiment imaginer maintenant que si je fais un bilan, les offrandes, donc les objets précieux offerts au lac, représentent moins de 10% du patrimoine immergé. Donc c'est vraiment une minorité, et en particulier pour les cultures pré-incaïques, avant l'arrivée des Incas. Il y a quand même une exception pour les Incas, qui étaient donc les étrangers qui sont arrivés à la fin. Pour eux, par contre, ils n'ont rien développé au niveau socio-économique. Eux, tout était lié au pèlerinage et aux offrandes. Bref, tout ça pour vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est un lac sacré. Et d'ailleurs, quand on remonte aux sources coloniales, ici du XVIe siècle, c'est toujours, encore une fois, pour faire un clin d'œil à Peter qui travaillait à Pachacamac, dans le sens où les Incas croyaient que les limites de la terre connue en fait, se limitaient d'une part au lac Titicaca, c'était la frontière sud, et d'autre part au nord par Pachacamac. Donc si on croit ce chroniqueur, on travaille aux extrémités de la terre connue des Incas. Ça c'est une chose, mais ce qui est intéressant, ce qui montre, c'est que pour les Incas, c'était deux endroits très importants et le lac était très particulier, d'où justement la présence d'offrandes. Alors évidemment, une question se pose, notamment par rapport à cette absence d'écriture. Aborder le patrimoine Inca, l'étude de l'occupation Inca, c'est une chose, on a les données, on a les légendes, on a les récits. Mais par contre, comment aborder les cultures plus anciennes, qui ont précédé les Incas, en faisant abstraction vraiment du prisme, on va dire, des données des Incas. Je ne sais pas si vous me suivez, dans le sens où souvent, par exemple, on a interprété les cultures plus anciennes en décortiquant des mythes Incas, par exemple, donc tardifs, ce qui fausse en fait énormément l'interprétation. C'est un exercice périlleux. Ici, on a fait un autre exercice dans le sens où on a essayé de faire vraiment abstraction de ce qui existait pour essayer d'avoir une vision la plus pure, ce qui est difficile, pour comprendre ce qui se passait avant. Ici, en l'occurrence, si je fais un état des lieux, il faut imaginer que depuis le 16e, le 15e, le 16e, donc depuis les Incas, les traditions, les coutumes, les rites n'ont plus changé. Donc il faut imaginer que les populations actuelles, 2014, ce sont nos amis de l'île du Soleil. Il faut imaginer que cette cérémonie, par exemple, est attestée depuis le 16e et que vraiment les populations actuelles sont des héritiers culturels de la conquista inca du bassin lacustre. Et ça, par exemple, on le voit aussi avec ces simples exemples où notre ami Francisco, en 2014, qui est donc un chef de la communauté, un malkou, qui est en fait un bâton, une sorte de bâton de pouvoir. Il faut imaginer que son ancêtre, sur une gravure peinte de 1909, a exactement ce même bâton. On était assez contents, en tout cas surpris, que lorsque nous avons retrouvé ce même type de bâton,
sous l'eau, en contexte archéologique. On peut vraiment déterminer que c'est le même dans le sens où c'est déjà du bois. Il n'y a pas de bois au lac, il faut aller dans l'Amazonie. C'est un bois tout à fait atypique, c'est un bois exotique qui est unique, qui est en fait exactement le même. Or, lors d'une datation, on a fait un petit prélèvement, ce bâton est daté entre 1405 et 1452, qui en fait coïncide avec l'arrivée des Incas. Ça n'exclut pas que ces traditions soient plus anciennes, mais ce qui est sûr, c'est que l'organisation sociale actuelle des communautés est réellement, on va dire, existant depuis au moins le XVIe, depuis l'arrivée des Incas. Et c'est tout à fait cohérent, parce qu'on analyse les mythes, les coutumes, l'organisation sociale, territoriale. On a vraiment un héritage très distinct de ce qu'on peut voir pour les cultures plus anciennes. Alors, je vais vous parler des offrandes. Donc, c'était cette partie minoritaire. Donc, ce lac a fait l'objet de cultes. Donc, ce sont les populations qui ont fait des dépôts d'offrandes dans certaines parties du lac. Alors, je peux déjà vous montrer une synthèse à l'heure actuelle, dans le sens où on peut dire aujourd'hui qu'il existait des offrandes déjà à la fin de la période formative, donc juste avant Tiwanaku. C'est juste 2 fragments de céramique, donc ce n'est pas encore la folie, mais au moins elles ont été découvertes en contexte rituel. On a ensuite des offrandes massives de la période Tiwanaku qui sont magnifiques, je vais les développer par après. Ensuite, on a un peu un creux, donc il n'y a plus de pratique à tester pour le moment. Et puis les Incas vont réinventer la pratique d'offrande sous ce format. Et cette pratique Inca de tradition toujours incaïque, mais avec d'autres matériaux, va perdurer jusqu'à l'heure actuelle. Dans le sens où, il faut imaginer, je vous le disais, l'or, l'argent n'a pas de valeur pour les Incas, entre guillemets financière, mais bien pour les Espagnols. Ça veut dire que toutes ces offrandes, enfin tous les matériaux ne seront plus disponibles à partir du XVIe siècle, à l'arrivée des Espagnols, parce que ces Espagnols vont juste ramasser l'or et l'argent, l'envoyer en Espagne et d'ailleurs créer le concept d'inflation en Europe occidentale à partir du XVIe, justement par cet apport massif d'or et d'argent. Tout ça pour vous dire que les populations, en absence de ces matériaux, vont réinventer, va utiliser de la céramique, du verre, des fleurs, des paillettes dorées, mais toujours dans une même logique de tradition incaïque. Alors ce constat, on peut le faire maintenant, juste 2 illus, pour vous montrer que grâce au relevé stratigraphique, donc on a la coupe, on ne voit pas très bien la photo, mais il faut imaginer le sédiment qui est ici relevé. En réalité, jusqu'à présent, on ne savait pas trop qu'est-ce qui appartenait aux offrandes Incas, qu'est-ce qui appartenait à des autres offrandes. Enfin, on avait du mal, d'une part, à les dater et d'autre part, de faire les assemblages. En fait, maintenant, grâce justement à ces données, on se rend compte, par exemple, que vu qu'on a trouvé des objets Incas dans des niveaux supérieurs séparés par plusieurs dizaines de centimètres de sédiments, des niveaux inférieurs où on a des offrandes plus anciennes, on arrive progressivement à refaire les assemblages. Et donc ces assemblages sont importants. Donc ça, c'est une des photos faites par Teddy qui essaie de montrer un peu un kit d'offrandes qui est assez magnifique, juste pour vous montrer que voilà, à la période Tiwanaku, ça va entre Tiwanaku et Inca, vous suivez toujours, bref, pré-Inca, période Tiwanaku, 6e, 11e, il faut imaginer que les offrandes s'articulaient autour de céramique, c'est de la céramique. Ce sont des céramiques effigies qu'on appelle incensario, encensoir. En fait, on brûlait de la matière dedans, il faut imaginer la fumée qui sortait par la gueule du puma. Il faut s'imaginer que ces céramiques étaient peintes, un peu comme les statues de marbre de la Grèce antique. On les voit blancs et purs. Il faut imaginer que tout ça a été peint, ça n'a pas été conservé sous l'eau. Donc les offrandes de cette période s'articulent